cette enquête pour déterminer quantitativement et qualitativement la réalité de l'esclavage en Mauritanie. Les autorités mauritaniennes ont toujours refusé catégoriquement. C'est pourquoi on a des chiffres que nous avons pu dégager par des estimations qui sont propres à nos organisations. Au sein de cette communauté, la lutte contre l'esclavage est très développée. Et aujourd'hui, nous sommes dans un stade, dans un état explosif, car la société mauritanienne connaît des tensions très fortes. Ensuite de l'esclavage sexuel et domestique, il y a la dimension de l'esclavage agricole. Car depuis qu'il y a eu les barrages de Diama et de Manantali, et il y a eu des bailleurs de fonds de pays étrangers, de l'agrobusiness, des pays étrangers et de la Mauritanie qui sont intervenus sur les terres de culture qui sont, depuis la nuit des temps, exploitées par les anciens esclaves, car parmi les groupes arabo-berbères, les familles qui ont un surplus pour l'usage domestique, on a besoin de 2 ou 3 à 4 personnes ou une personne pour faire fonctionner le travail domestique dans la maison, car le travail par la main, le travail manuel, le travail d'endurance, l'agriculture, le travail ménager est dégradant dans le code d'honneur de la communauté arabo-berbère, de l'idéologie sociale dominante. C'est pourquoi chaque famille a besoin de celui qui travaille avec elle. Et faute de ne pas avoir un esclave, il faudra payer quelqu'un pour le faire. Quelqu'un des communautés qui acceptent, qui sont déchus sur le plan social, comme les harapines, comme les esclaves, les anciens esclaves, qui acceptent de faire les travaux domestiques. Donc, tous les surplus, une famille qui a par exemple 300 esclaves, elle en prend 1, 2 ou 3 pour fonctionner la société domestique, mais le reste il est placé sur les terres cultivables, les domaines tribaux, les domaines de la tribu. Car la terre chez nous est une propriété tribale et de clan. Tribal quand il s'agit d'arabo-berbères et clan quand il s'agit de négro-mauritaniens. Les chefs de clan ou les chefs de clan installent leurs esclaves sur les terres cultivables. Ils cultivent les terres, c'est le surplus de la main-d'œuvre servile qui est nécessaire pour la société domestique. Et depuis les siècles passés, les maîtres font la ronde pendant la récolte et font la ponction sur la récolte de leurs esclaves. Donc c'est de redevance esclavagiste. Mais de nos jours, ces terres, ces esclaves et anciens esclaves qui ne connaissent que ce travail de la terre, qui ne vivent que ce travail de la terre, malgré l'imposition lourde que leur impose leurs maîtres ou anciens maîtres, sont en train d'être dépossédés systématiquement de cette terre, de ces terres. Et il y a eu des cas, des centaines de cas d'expropriation foncière à caractère esclavagiste. Les organisations de droits de l'homme que nous sommes ont présenté tous ces cas devant les tribunaux de Mauritanie et l'administration. Mais dans tous ces litiges entre maîtres et esclaves, ou entre anciens maîtres ou anciens esclaves, se terminent automatiquement par le fait que les tribunaux déboutent l'esclave en faveur de son maître, déboutent l'ancien esclave en faveur de son maître. Et au bout de 200 cas d'esclaves et d'anciens esclaves déboutés, nous nous sommes arrêtés à poser ces problèmes devant l'État, s'adresser aux tribunaux, parce que nous avons compris que c'est une justice dirigée
Parce que la justice est entre les mains des groupes dominants esclavagistes, comme d'ailleurs tous les autres secteurs clés de l'État mauritanien. Parfois, et même souvent maintenant, le gouvernement mauritanien, pour faire l'échange devant la communauté internationale, coopte des cadres parmi la communauté servile, d'esclaves et d'anciens esclaves, en contrepartie de leur silence ou de leur faux témoignage sur l'esclavage et de leur docilité, les coopte dans certains postes pour les exhiber comme pièces à conviction à l'observateur international pour lui dire voilà ces gens qui prétendent qu'ils sont des esclaves, voilà tel parmi eux est le ministre dans tel poste, il est gouverneur dans tel poste. Mais ça c'est des personnes qu'on coopte en contrepartie d'un faux témoignage sur la question, d'un négationnisme et d'un reniement et d'un silence total. Parce que le ministre de l'Intérieur de l'époque est un ancien esclave. Et la femme Moulkher dont j'ai raconté le cas, on lui a amené ça dans son bureau. Elle lui a raconté tout son calvaire de femmes violées, réduites à l'esclavage, battues, elle et ses enfants, mis en péril la scolarité des enfants en péril, leur santé, leur état civil. Mais jusqu'à maintenant, le présumé coupable qu'elle a mis en cause et qui continue jusqu'à maintenant à séquestrer sa fille et à violer sa fille est un ancien ministre du gouvernement mauritanien, un ex-colonel de l'armée mauritanienne, et il est toujours impuni. Depuis que nous avons commencé les luttes, malgré les ratifications que le gouvernement a fait de toutes les conventions possibles et imaginables, malgré qu'ils ont édicté une loi sur l'esclavage en 2007, tenez-vous bien, seulement en 2007, l'esclavage interdit en Mauritanie en 2007. Avant, il était aboli, mais il n'était pas pénalisé, il est pénalisé seulement en 2007, susceptible de peine. Cette loi est gagnée de haute lutte, parce qu'avant que cette loi ne soit édictée, beaucoup de gens sont allés en prison à cause de leur lutte contre l'esclavage, dont le président des choses esclaves, notre président, avec plusieurs autres. Cette loi, depuis qu'elle a été votée, des dizaines de cas ont été présentés par nous-mêmes aux autorités judiciaires, administratives et politiques de la Mauritanie. Des dizaines de victimes se sont adressées à ces autorités dans les différents échelons. Mais on n'arrive pas à trouver une jurisprudence sur l'esclavage. Aucun procès, aucune poursuite, aucune condamnation, aucune enquête sur l'esclavage. Tous les cas d'esclavage avérés que nous présentons sont automatiquement rejetés par le système judiciaire qui est en vérité un système de classe. Et nous avons compris à travers les confidences de l'un des magistrats, lorsqu'on lui a présenté le cas de Hanna Mtmariye, une fillette qu'on a présentée à la justice, esclave bâtie, elle a 7 ans, elle travaille nuit et jour, au cœur de Nouakchott. Il nous a dit, excusez-moi, mais on ne peut pas condamner pour le moment des gens pour esclavage. Parce que le juge qui condamne une personne pour pratique esclavagiste, les parents de cette personne vont indexer le juge et ses parents qui détiennent eux aussi les esclaves. Et le cycle de dénonciation va commencer entre la communauté dominante qui détient en général dans presque sa quasi-totalité des esclaves. Donc la loi est faite, mais son application est impossible pour le moment. Parce que le juge qui va l'appliquer va endosser une lourde responsabilité. Parce qu'on va lui dire qu'il doit coffrer d'abord ses parents, qui détiennent tel. Là-bas en Mauritanie, chacun, tout le monde se connaît.
Ils vont lui énumérer ses esclaves, les esclaves de son frère, de son oncle, de sa nièce. Et ça va devenir, ce sera intenable. Ce sera tout le pays qui va aller en prison. Tous les dirigeants du pays vont aller en prison parce qu'ils disent que des esclaves. Et mettez-vous en tête comment le geôlier lui-même peut ouvrir la porte de la prison et s'enfermer. Je pense que ça ne peut pas être. L'État mauritanien n'a aucune volonté pour éradiquer l'esclavage. Car le mode de vie des gens qui le dirigent est un mode de vie basé sur l'esclavage. Mais l'État mauritanien est très policier. Ceux qui détiennent le pouvoir en Mauritanie, c'est des gens qui ont vécu depuis fort longtemps dans l'opulence matérielle et intellectuelle. C'est des gens qui sont lettrés depuis la nuit des temps, les Arabo-Berbères. C'est des gens qui connaissent, qui ont fondé des relations avec les Européens depuis le 14e, 12e siècle, qui ont fondé les relations avec l'Arabie depuis le 9e siècle, qui ont voyagé, qui sont des gens très raffinés. Et ils connaissent tous les systèmes des Nations Unies, les systèmes de l'Union africaine, ils connaissent l'évolution du monde. Et à chaque évolution du monde, ils sont les premiers à ratifier tout ce qui se passe. Ils sont les premiers à faire des discours à l'inauguration, comme l'inauguration du Conseil des droits de l'homme maintenant, les discours, le commissaire aux droits de l'homme, le ministre mauritanien des droits de l'homme, qui est le patron de Tourak, qui est directeur des droits de l'homme avec lui. Il a fait un discours qui met en cause les États européens qu'il veut voir que ces États faillissent à leur mission contre les droits de l'homme. C'était excellent, c'était envoûtant, et merveilleux. Mais il y a un autre discours distillé là-bas au bled, chez nous, un autre discours diamétralement opposé. Voilà, quand il revient là-bas, mais il parle à travers une chaîne arabe, pas une chaîne française, non. Il utilise les chaînes arabes. L'arabe, la langue nationale, la langue de la majorité, des Arabes. Voilà, nous avons fait échouer un complot sioniste, un complot de mécréants, de chrétiens et de juifs, qui ont le cheval de Troie, les organisations de droits de l'homme qui veulent éventrer notre nation musulmane, notre nation sacrée, notre religion sacrée. Et tel ou tel membre d'association de droits de l'homme ou défenseur des droits de l'homme est un infiltré, est une cinquième colonne à la solde du sionisme, à la solde de l'impérialisme, à la solde de la conquête occidentale du monde musulman par les impiétés et par des insanités. C'est ça l'autre face, l'autre revers de la médaille, ce qui est destiné. C'est pourquoi je suis avec eux. Tourad, son patron, et le gouvernement, quand ils parlent ici, je suis d'accord avec eux, mais quand ils parlent là-bas, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que ici, je dis c'est bon, c'est très joli, c'est excellent. Il y a aussi un fait, c'est que l'esclavage chez nous est légitimé par la religion musulmane. La religion musulmane a été instrumentalisée par les groupes dominants. Car à l'avènement de l'islam, l'esclavage était déjà bien assis dans ces contrées. Mais lorsque ces populations se sont islamisées, les groupes dominants ont utilisé l'islam, ont manipulé l'islam pour créer une idéologie qui légitime l'esclavage même aux yeux des victimes. Même les victimes pensent, à cause de l'éducation qu'on leur a donnée, que leur ont donné leur maître, que l'esclavage est un dogme de la religion musulmane et qu'un esclave qui se rebelle contre la volonté de son maître est voué à l'enfer, que Dieu va le punir. Et les autorités mauritaniennes, qui sont très éclairées ici au Palais des Nations, ou à New York, quand ils prennent la parole, là-bas, ils ne lèvent pas le petit doigt pour déconstruire
cette idéologie obscurantiste qui légitime l'esclavage, mais ils prennent des fonds avec la communauté internationale, des fonds pour faire une campagne contre l'esclavage. Je suis témoin d'une de ces campagnes. Tous les fonds ont été mis en place, la campagne a démarré, les délégations sont parties, mais quand la délégation vient dans un village, voilà les discours que le ministre inaugure. Voilà, notre peuple musulman, pieux, élu de Dieu, est un peuple de paix, mais il y a des brebis galeuses qui partent en Occident dire que nous sommes esclavagistes, que nous sommes racistes, que nous violons les droits de l'homme. Nous sommes venus pour vous dire que ces gens qui parlent ainsi dans les forums occidentaux, dans les forums internationaux, ils parlent de ça parce qu'ils reçoivent en contrepartie de l'argent. De l'argent des Toubabs, de l'argent des chrétiens, de l'argent des juifs, de l'argent des sionistes. Parce qu'il y a un complot généralisé orchestré par l'Amérique et l'Occident contre le monde arabo-musulman et la Mauritanie qui est une terre de piété et de prière et la cible de ses ennemis. C'est ça. On fait comme ça le discours. Et c'est ça la sensibilisation contre l'esclavage qui a été financée par l'Union européenne. En 2007, 2008-2007, s'est transformé en une campagne de diabolisation des militants et des activistes anti-esclavagistes. Pour le moment, je veux m'en tenir à ça en attendant peut-être des questions. Merci beaucoup Biram pour cet exposé extrêmement fort, puissant. Ça fait quelques années que je suis l'actualité au niveau de la situation notamment de l'esclavage en Mauritanie, mais il y a quand même pas mal de choses que j'ai appris encore ce soir. Je pense que la situation est assez grave dans ce pays, en tout cas du point de vue du respect des droits de l'homme, pas seulement selon les standards occidentaux, mais tout simplement selon les standards humains. Et c'est des choses qui sont tout à fait inacceptables. Et bon, on va passer, je pense qu'il y a pas mal de questions, ou des commentaires le plus brièvement possible pour que tout le monde puisse trouver à s'exprimer. Et donc j'ouvre la place au débat de cette tragédie historique et aussi de vous présenter, de faire un état des lieux un peu de comment se présente cet esclavage aujourd'hui, quels sont les acteurs en présence, est-ce que les gouvernements en ont pris conscience et de quelle manière, et comment est menée la lutte contre cette forme historique de l'esclavage. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les personnes qui sont donc confrontées à cette tragédie, et aussi s'il y a des perspectives, on espère, des perspectives plus ou moins positives de cette situation. Alors Biram, je m'excuse beaucoup de t'accueillir dans les conditions qui sont celles que nous connaissons en ce moment, mais j'espère que ça ne va pas ça ne va pas toucher à la qualité et à la profondeur de ce que tu vas nous exposer aujourd'hui. Très bien. Je vous remercie. Excusez-moi juste un petit instant, la secrétariat demande à quelqu'un de voir quelque chose, on est en fait sur le domaine de la sécurité. On va faire passer un papier discrètement, les gens vont inscrire. Je dirais tout d'abord que
l'esclavage interne à l'Afrique, qui est l'esclavage par ascendance, l'esclavage par la naissance, est très méconnu par rapport à la traite atlantique que connaissent déjà les historiens, que connaissent les écoliers, que connaissent les universités de par le monde, car il y avait la traite atlantique qui a été orchestrée les siècles derniers à partir des côtes africaines par les bateaux européens, mais avec la collaboration d'acteurs locaux qui sont les élites dominantes, les groupes dominants africains, les aristocraties africaines, qu'elles soient aristocratie nobiliaire africaine, aristocratie des armes, ou clergé au sein des peuples africains. Mais il a été absent de tous les écrits, de toute la littérature produite par les Africains, le rôle grave des aristocrates, des élites dominantes africaines dans la traite atlantique. Mais cette traite aussi, elle a été devancée, accompagnée par une autre traite non moins meurtrière et qui a beaucoup plus saigné l'Afrique, c'est la traite orientale, la traite arabe. Celle-là aussi, elle a été méconnue jusqu'à nos jours, car les élites du tiers-monde et les élites africaines et certains intellectuels d'Occident ont préféré se rabattre sur le rôle de l'homme blanc, creuser là-dessus et créer le ciment d'un anti-impérialisme auquel ceux qui voulaient l'indépendance de l'Afrique, ceux qui luttaient pour l'indépendance, avaient besoin pour stimuler leur combat. Mais c'était aussi au détriment de la vérité. Pour l'histoire, la traite orientale n'a pas permis aux millions d'Africains déportés au Maghreb et au Moyen-Orient de survivre dans les pays arabes à cause du phénomène de la castration en vigueur et du phénomène du concubinage qui interdit à la femme noire de produire un enfant pour le maître, sauf dans de rares cas. C'est pourquoi cette nombreuse population n'a pas survécu comme les Noirs d'Amérique qui ont pu se multiplier. Donc, ils étaient les esclaves déportés dans les pays arabes dans l'incapacité de se multiplier à cause de ces doubles démarches de stérilisation et de castration. Stérilisation pour les femmes esclaves et castration pour les hommes. Il y a un livre important que Tidjane Ndiaye, un éminent anthropologue sénégalais, a écrit, c'est Le génocide voilé. Il jette des éclairages très importants sur cette traite. Quant à la traite interne, l'esclavage interne à l'Afrique,
il s'est poursuivi. Il était bien assis, bien avant, des siècles avant l'intervention des Européens sur les côtes africaines. Et il s'est poursuivi parce que c'est les élites dominantes qui ont orchestré ce commerce avec les bateaux européens sur les côtes. C'est des élites qui ont hérité l'État, qui ont été d'abord auxiliaires de la colonisation, et en contrepartie de leur rôle dans la pacification, en guillemets, du territoire africain, certains de ces groupes, comme par exemple les Arabes, les Berbères et les Touaregs, ont pu bénéficier dans les clauses qu'ils ont eues avec la France, par exemple, de maintenir leur main-d'œuvre servile, c'est-à-dire les groupes, les populations esclaves qui sont à leur service. Donc la France, en Mauritanie, n'a pas combattu l'esclavage. Au contraire, les administrateurs et officiers de l'État français coloniaux se sont évertués à inventer des concepts de servage, des concepts anthropologiques et de sociologie qui ont servi de subterfuge pour ne pas ameuter l'opinion républicaine à la métropole, qui pourrait avoir des positions contre la perpétuation de l'esclavage sous le pouvoir de la France. Donc c'est l'esclavage interne en Afrique qui est partagé par beaucoup de sociétés africaines et de peuples africains, et qui revêt plusieurs formes. Parmi les formes les plus dures, c'est les formes qui revêt en Mauritanie au sein de la communauté arabo-berbère, dominante bien que minoritaire en Mauritanie. Il prévaut aussi au sein des tribus Touareg du Mali, du Niger et des tribus arabes du Tchad et du Soudan. C'est un esclavage domestique où l'esclave est attaché à la famille de maître depuis sa naissance. Il n'a aucun droit à l'éducation. Il travaille sans salaire. Il n'a aucune tutelle sur ses enfants. Il ne peut se déplacer ni se marier que par l'autorisation de ses maîtres. Il est astreint à des travaux durs et à des châtiments corporels. Les femmes esclaves sont à la disposition de leur maître mâle sexuellement. Un homme propriétaire d'esclaves chez nous, il a le droit de disposer sexuellement de toutes les femmes qui sont ses esclaves. Abstraction faite de leur nombre, de leur âge, et sans tenir compte de leur consentement. Le dernier cas d'esclavage qui a été exposé à la justice mauritanienne il y a de cela 2 semaines, c'est le cas de Moulkher, une femme qui a vécu depuis sa naissance dans l'esclavage. Elle a plusieurs enfants, au nombre de 6, qui n'ont jamais été enregistrés, donc pas d'état civil, qui n'ont jamais fait l'école, qui travaillent nuit et jour, qui sont battus. Les enfants sont issus des viols multiples
et quotidien des maîtres de cette dame. Son témoignage a été poignant devant la presse nationale et internationale à Nouakchott le vendredi 4 mars 2010. Il y a un fait, c'est que en Mauritanie, la communauté arabo-berbère qui a fondé son mode de vie sur l'esclavage depuis fort longtemps détient les leviers de commande politique, économique, culturel du pays. Le corps des magistrats, des officiers de police judiciaire, des administrateurs de commandement sont quasi composés de cette communauté. Le mode de vie est toujours fondé sur l'esclavage en tant que pratique, comme je viens de l'expliquer, bien que les autres communautés noires, Pulaar, Soninké, Wolof et Bambara, sont aussi des communautés esclavagistes, de par leur idéologie sociale, qui prévaut jusqu'à nos jours. La seule différence, c'est que la France a combattu l'esclavage, les pratiques esclavagistes, au sein des communautés noires. Et ne l'a pas combattu au sein des groupes nomades, des grands nomades, arabes, berbères et touaregs. Car soucieux ont été les représentants de l'État français de pacifier le pays. Et dans ce cadre, ils ont laissé une part de ce qui peut être appelé en guillemets la mission civilisatrice de la France. Ils ont pu concéder à ces groupes de continuer à pratiquer l'esclavage. Donc, de nos jours, il y a l'esclavage à deux dimensions différentes au sein de la société mauritanienne. Au sein des communautés arabo-berbères, l'esclavage est un esclavage de castification. Il y a des castes d'esclaves reconnus en tant que tels, stigmatisés en tant que tels et identifiés en tant que tels. Et leur position sociale est immuable et endogame, inchangée. Des esclaves, le ministre parmi eux, le directeur de l'Oran, le colonel de l'armée, il est un esclave. Au village, il est un esclave. Au village, il joue le rôle d'esclave. Ça, c'est quelque chose de sans appel. Ils n'ont pas le droit à la propriété foncière. L'esclave, c'est ethnographe. Mais ils sont libres de leurs actes. Ils ont le droit à la propriété, le droit à fonder une famille, le droit à s'épanouir comme ils veulent, indépendamment de leur maître. Mais ils n'ont pas le droit de diriger la prière du village, ni de diriger les réunions du village, ni de disposer des terres du village, comme les gens dits nobles de la communauté, comme leur maître, et sont obligés de se marier entre eux. Il leur est interdit par le caractère d'impureté que leur donne l'idéologie, de se marier avec les filles des classes dominantes, des classes des maîtres. Cette même catégorisation, cette même stigmatisation existe entièrement au sein de la communauté maure. En plus de quoi? En plus que beaucoup d'esclaves, parmi les Maures, parmi les esclaves des Maures, les Haratim, restent attachés à la famille des maîtres et font
les travaux durs subissent les châtiments, les viols comme je l'ai énuméré avant. Ce qui n'existe pas chez les Nogara. C'est ça la différence. Mais l'idéologie de toutes les communautés est une idéologie qui stigmatise l'esclave ou une personne d'origine esclave. La lutte anti-esclavagiste est très développée au sein de la communauté arabe, des esclaves et anciens esclaves de la communauté arabo-berbère, dont je suis ici, moi et mon ami Biko. Elle est développée parce que les esclaves et les anciens esclaves des arabo-berbères sont les plus nombreux de la communauté mauritanienne. Nous estimons leur nombre entre 50 et 55% de la population totale. Bien que nous sommes dans l'incapacité, malgré nos demandes pressantes aux autorités, d'accepter une enquête indépendante, de diligenter une enquête. À peu près 100 km de Nouakchott, et jusqu'à maintenant, ils sont installés là-bas. Tous les liens de parenté qui les lient, c'est qu'ils sont les esclaves d'un même clan tribal. Et ils vivaient dans la même localité. C'est ça, leur situation est très précaire jusqu'à nos jours. Et ils continuent à vivre libres, mais avec les stigmates de l'esclavage, les séquelles de l'esclavage, qui existent bel et bien parallèlement à l'esclavage en tant que pratique. J'ai une question. J'ai vu que dans beaucoup de cas, peut-être la plupart des cas, la raison pourquoi les esclaves ne veulent pas avoir la liberté, comme on a vu dans le documentaire, c'est que par peur existentielle, parce qu'ils sont nourris, logés, mais à l'extérieur de la propriété du maître, ils ne savent pas comment gagner de l'argent, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont nulle part où aller. Et c'est ça qui les retient. Est-ce que peut-être c'était ça la raison aussi pour la femme qu'on a vue dans le documentaire? Ou quelle est la situation, les esclaves qui veulent se libérer, s'enfuir, est-ce qu'ils sont pris en charge, leurs enfants et tout? Non, cet esclave que vous avez vu, qu'on a libéré, comme vous l'avez vu, en mars 2008, il y avait le Premier ministre de l'époque lui-même qui s'est investi énergiquement pour la rendre à ses maîtres. C'est par un refus personnel que moi j'ai fait, et on a orchestré, mes amis et moi, une action, une deuxième action. On a caché la femme et ses enfants dans un lieu sûr que personne ne connaît. Et c'est pourquoi, après plusieurs semaines, après quelques jours, le Premier ministre a compris que les gens de Arte ont déjà fait parvenir par Internet les films déjà en France. C'est pourquoi lui et son ministre de la Culture ont mis de l'eau dans leur vin et ont voulu et ont su que l'affaire est sortie à la presse, est sortie aux médias, et que nous sommes connectés aux organisations internationales et que nous avons déjà fait parvenir l'épilogue de cette affaire. C'est pourquoi, une fois de plus encore, le Premier ministre a cédé, le gouvernement a cédé, mais Abi, elle est chez nous jusqu'à maintenant. C'est nous qui la nourrissons. Et comment? C'est avec nos moyens rudimentaires, parce que nous tous ne sommes pas riches. C'est avec les cotisations et c'est avec des tentatives que nous avons fait pour l'apprendre, elle, à pouvoir se débrouiller. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres esclaves, surtout c'est des femmes et des enfants. Parce que la population d'esclaves en Mauritanie, qui se chiffre à peu près, selon nos estimations, car la République islamique de Mauritanie refuse, malgré nos demandes pressantes, et malgré que les organisations internationales comme le PNUD se sont joints à nous
pour une enquête nationale indépendante, quantitative et qualitative sur l'esclavage, qui doit être parrainée par des organismes internationaux indépendants, les autorités refusent parce qu'ils ont peur du chiffre de l'esclavage que va sortir une enquête indépendante. Nous les estimons entre 500 et 600 000 esclaves domestiques sur une population d'à peu près 3 millions d'habitants. Nous considérons que les raisons qui retiennent les esclaves chez leurs maîtres ne sont pas seulement la peur du vide, qui en est une, mais il y a aussi la légitimation, le matraquage séculaire par la religion islamique, que l'esclavage est un dogme de la religion musulmane, et que l'esclave, s'il désobéit au maître, il doit être assuré de finir sa vie en enfer, sa vie dans l'au-delà. Ça fait peur aux musulmans qu'ils sont, aux croyants qu'ils sont. Il y a aussi le fait que les autorités, le pouvoir en Mauritanie est détenu par une minorité arabo-berbère dominante qui a bâti son mode de vie sur l'esclavage. Et les autorités, officiers de police judiciaire, administrateurs de commandement, juges, gouvernement n'encouragent pas les esclaves à se libérer. Ça, c'est détruire le mode de vie. Et les esclaves qui se libèrent, qui partent avec nous, sont des témoins contre le système qui les réduit en esclavage. Et ils ne veulent pas que nous aurons des témoins. Au contraire, ils diminuent les voix. Car le ministre des Droits de l'Homme, le patron du directeur qui est là, qui était dans le film, qui parlait, qui disait, voici, ça c'était mon esclave, je l'ai affranchi. Il a été approché pour nous porter un coup, parce qu'il était proche de nous. J'ai été approché avant lui pour occuper ce poste, que j'ai décliné. Que j'ai décliné parce que je ne peux pas cautionner l'injustice en contrepartie du pouvoir et de l'argent. Oui. Et lui, il a accepté. Il a accepté, il est devenu l'un des plus virulents témoins contre nous. Et son département est devenu le département le plus virulent, le département des droits de l'homme, nous impose la vie la plus dure. Nous pourchasse dans toutes nos réunions. Moi, on me suit comme des ombres. Là où j'ai fait une réunion dans une ville d'Europe, il y a le commissaire des droits de l'homme qui envoie ses directeurs ou le ministère des Affaires étrangères qui envoie le représentant. Et partout, je suis poursuivi pour être contredit, pour être insulté, pour être... Et donc, le gouvernement aussi n'encourage pas les esclaves à se libérer. Parce que les esclaves qui se libèrent et qui partent avec nous et qui témoignent contre l'esclavage devant les juges, devant les médias, sont punis par un refus total des autorités de les aider. Donc les autorités mauritaniennes n'acceptent pas d'aider les esclaves. Et ils partent, ils demandent aux bailleurs de fonds des financements de projets soi-disant pour l'éradication des séquelles de l'esclavage. Mais ces projets, nous quand même, on voit qu'ils partent dans leurs poches et les poches des maîtres. Et il y a une éminente... En plus des moutons. En plus des moutons, il y a une éminente étude faite par un spécialiste néerlandais de la Banque mondiale, un expert qui s'appelle Peter Smith, qui a prouvé comment l'argent de la lutte contre les séquelles de l'esclavage en Mauritanie a permis à certains maîtres qui étaient appauvris par la sécheresse et qui ont rompu, et dont leurs esclaves ont rompu le banc avec eux depuis quelques années, ont pu, avec l'argent de la lutte contre la pauvreté, reconstituer les cheptels et les périmètres agricoles et récupérer les esclaves des villes, des bidonvilles, pour les remettre au travail esclavagiste. Oui, vas-y, Tora. Je me présente. Je suis donc M. Chaf Tourat, je suis directeur des droits de l'homme en Mauritanie. Et tout d'abord, je commencerai donc par féliciter les organisateurs de cette initiative et saluer au passage mon frère et ami Beram Abbé. Mais aussi, j'ai aussi une pensée pour mon patron, comme il disait tout à l'heure, ministre actuel des droits de l'homme,
sur cette question très importante de l'esclavage en Mauritanie. Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, dire que je ne suis pas là pour assister à cette réunion, mais que je suis là en tant que délégué de mon pays à la présente session du Conseil des droits de l'homme qui se tient actuellement à Genève. Donc je ne suis pas là parce que Biram est là, je suis là parce que je participe à la session du Conseil des droits de l'homme. Donc je tiens tout d'abord à lever un certain nombre d'équivoques sur cette question. Qui, comme vous le savez, l'esclavage a existé dans toute l'Afrique soutano-saharienne. Donc la Mauritanie fait partie de ces sociétés qui ont connu l'esclavage, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que cet esclavage n'est pas l'apanage, si vous voulez, des morts blancs en Mauritanie. L'esclavage est un phénomène à la fois sociétal et transethnique en Mauritanie. Toutes les ethnies qui existent en Mauritanie, qu'ils soient morts blancs, Alpola, Sonik et Wolof comprennent, ont connu, si vous voulez, ce phénomène d'esclavage, cette stratification, cette domination sociale. Et donc, il ne s'agit pas d'un phénomène qui est donc l'apanage des morts blancs en Mauritanie. Bien au contraire, il existe partout, il a existé partout en Mauritanie, chez toutes les ethnies. Ça, c'est le premier équivoque que je voulais lever. Le deuxième point, c'est par rapport à la loi de 2007, dont M. Abid a fait référence, et qui est une loi, si je peux me le permettre, qui est une loi qui a été donc, si vous voulez, la conquête du militantisme des ONG anti-esclavagistes en Mauritanie, parce que ce sont ces ONG qui ont été, si vous voulez, à l'origine de l'adoption de cette loi par le Parlement. J'étais commissaire de cette loi, je sais de quoi je parle. Cette loi, elle a été adoptée pour prévenir justement toutes les pratiques esclavagistes qui peuvent exister. Nul n'est à l'abri d'esclavage, ça c'est sûr. Donc le gouvernement a décidé, ensemble avec des ONG, d'adopter une loi anti-esclavagiste pour réprimer tout crime ou type de délit d'ordre esclavagiste. Et cette loi vient un peu sur l'interdiction de l'apologie de l'esclavage, sur un certain nombre de délits qui peuvent exister, comme l'a montré ici le film. Donc, disais-je, par rapport à cette loi, donc, il s'agit d'une loi préventive. D'accord. Bon, juste un dernier point, s'il vous plaît, si vous le permettez. C'est que je dirais que personnellement, j'ai à coopérer plusieurs fois avec Biram Labé sur des cas sur lesquels il m'a sollicité, et que, comme vous le savez, le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. Donc nous, au gouvernement, on ne peut pas obliger les magistrats à appliquer, ou si vous voulez, à faire en sorte que la loi soit appliquée. Ce que nous savons, c'est que toutes les ONG peuvent accompagner les victimes devant la justice, que les pays aussi dont libre expression en défenseur des droits de l'homme. La preuve que Biram est là devant nous ce soir. Je vous remercie. Je voudrais dire d'abord que M. Tourade n'a jamais collaboré avec moi d'une manière correcte. Écoute, je réponds. N'a jamais collaboré avec moi ici présent d'une manière correcte. Ni lui, ni son patron, ni le plus grand patron, le président de la République, qui m'a appelé sous sa demande, que j'ai rencontré sous sa demande à lui, à 4 reprises. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup promis, mais tous n'ont jamais accepté de collaborer avec moi sur les cas d'esclavage avérés, pour lesquels je les ai interpellés, autant Tourade, le directeur, que le ministre, que le président de la République. Et j'ai cessé de m'adresser à eux le 10 décembre. Que nous puissions maintenir la plainte et rester au nom des victimes. Parce qu'ils savent que nous, on va aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas comme les victimes qui sont fragiles. Donc, moi, je pense que notre amitié ne peut se fonder que sur l'acceptation des autorités mauritaniennes et des personnalités qui dirigent la Mauritanie, dont M. Tourade ici présent, leur acceptation d'un langage unique. Mais avoir un langage ici
pour un public occidental. Et là-bas, quand on vient à la télévision, avoir un autre langage, parce que Gulnara Shahinian, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les formes contemporaines d'esclavage, qui est venue là-bas chez nous, et qui a conclu dans les informations préliminaires qu'elle a partagées avec la presse, que l'esclavage existe dans ses formes les plus dures en Mauritanie. Lorsqu'elle est partie, elle et moi, nous étions assimilés par le gouvernement mauritanien à des espions du style de l'État sioniste d'Israël, que nous sommes venus en Mauritanie pour créer la division que nous combattons l'islam et que nous sommes mandatés par Israël. Or, que lorsqu'elle partait là-bas, elle était entourée avec tous les égards par le gouvernement mauritanien. Mais, lorsqu'elle est partie, le commissaire aux droits de l'homme, le ministre des droits de l'homme, a pris la parole dans la télévision nationale, la radio nationale, pour parler en arabe, que comprennent les Mauritaniens, en arabe dialectal, que comprennent les Mauritaniens, que voilà, c'est des gens qui sont venus ici créer la zizanie, mais ils sont partis la tête basse. Que basse, tête basse. Cette femme est venue là dire que nous avons des esclaves. Elle a compris qu'elle a menti. Alors qu'il y a un double langage. Les autorités distillent un discours au public occidental, aux organisations occidentales, alors qu'ils distillent au public mauritanien, aux grands électeurs arabo-berbères qui détiennent le pouvoir, et les électeurs, ils le distillent au notre discours. Donc tant que Tourade et ses amis n'ont pas rompu avec cette double attitude, moi je ne peux pas être leur ami. On va être pressé par le temps, alors juste M. Sissako, une dernière remarque, question, et après on va devoir libérer la salle malheureusement. Bon, je voulais tout d'abord, en tant que Mauritanien aussi, ne pas me taire dans cette situation. C'est une coïncidence que je suis à Genève aujourd'hui avec l'arrivée de Biram et Tourade aussi, donc c'est une coïncidence et je suis touché par ce qui se dit ici. Je crois que ce qu'il est important de souligner et que le vrai combat que nous allons mener, c'est le combat au pays. Parce qu'un peuple qui n'est pas conscient de ses maux et de ses malheurs n'est pas un pays qui est en train de se guérir, de se soigner. Et c'est vrai que c'est une réalité mauritanienne. Nous devons en être conscients et essayer de travailler tous les jours pour éradiquer ça. Ce que Biram dit et fait, qu'on accepte ou pas la forme de son combat, est une réalité du pays. C'est ça. Et Habi n'est pas une invention, ce n'est pas une comédienne qui a été filmée. C'est une femme qui a été filmée. C'est une femme en souffrance. Et comme d'autres femmes sont en souffrance, qu'elles soient esclaves ou pas, dans ce continent qu'est l'Afrique. Mais la Mauritanie est une particularité. Et aujourd'hui, c'est très important qu'il y ait un vrai combat sur ça. C'est très important qu'il y ait une conscience réelle dans le pays. Qu'on essaie d'éradiquer en voyant en face les réalités du pays. Quand on n'étale pas la réalité du pays, on ne peut pas se guérir. C'est une chose certaine. Voilà. Et c'est pourquoi je crois que c'est bien, et même si Tourade est de l'autre côté, je crois que c'est courageux qu'il vienne parler, et c'est important de l'écouter, c'est important de le respecter dans ce sens aussi. Et ça montre aussi qu'un débat est possible, ça montre qu'un dialogue est possible, mais la liberté, elle ne peut pas s'octroyer par décret. C'est un travail de tous les jours, et je crois qu'il faut saluer le travail de SOS Esclavage, dont je connais aussi Messaoud, qui fait un travail formidable. Ces gens ne se sont pas levés il y a 2 ans ou il y a 5 ans parce qu'il y a la démocratie en Mauritanie. C'est des gens qui ont travaillé depuis 30 ans. Ça, c'est la réalité du pays. Et c'est des gens courageux qui ne sont pas partis s'installer à Paris ou à Genève pour avoir des postes et pour vivre. Non, c'est des gens qui vivent au pays, avec les quotidiens, les difficultés du pays, avec leur peuple, et ils se battent. Ça, ce sont des gens à saluer. Et c'est pourquoi je suis très content qu'il y ait eu cette opportunité aujourd'hui pour montrer ce film et permettre un débat fort sur la Mauritanie. Ce n'est pas parce que nous sommes ceci aujourd'hui que nous sommes un peuple inférieur à d'autres peuples. Non. L'esclavage, c'est quelque chose qui appartient, qui est une table de l'humanité, et c'est ensemble qu'on peut le combattre. Voilà. Merci.
organisateurs du festival et toutes les autres bonnes volontés qui ont contribué à ma venue ici, Amnesty International France, l'Observatoire pour les défenseurs des droits de l'homme, l'OMCT aussi, et la FIDH. Je remercie aussi le public. Je pense que le film est parlant et je pense que la dernière phase, l'une des dernières séquences est copiée entre nous et plusieurs. C'est l'esclave Khair que nous venons de libérer il y a une semaine de cela, de l'esclavage, avec ses nombreux enfants qui sont tous issus du viol de ses maîtres, une femme qui a vécu dans le travail dur et sans salaire, le châtiment corporel. Et tenez-vous bien, le dernier maître qui l'a traité ainsi et qui l'a réduit en esclavage et qui l'a maltraité et qui violait sa fille, c'est un ancien ministre du gouvernement mauritanien, c'est un ex-colonel, dignitaire de l'armée mauritanienne et notable tribal de Mauritanie. Il s'appelle Vouya Ould Mayouf, l'ex-colonel et ministre Vouya Ould Mayouf. Nous vous invitons, le public, s'ils le veulent, à récupérer ici le rapport, le communiqué de SOS Esclaves sur cette affaire très récente de pratique d'esclavage avérée, affaire qui a été présentée aux autorités mauritaniennes, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, au commissaire aux droits de l'homme, dont le collaborateur, le directeur des droits de l'homme était ici sur ces chaises. Je ne sais pas est-ce qu'il est toujours dans la salle. Je précise aussi que les autorités mauritaniennes ont assuré l'impunité totale à ce colonel et autres personnes qui pratiquaient l'esclavage sur cette femme et ses enfants qui ont tous été privés de la scolarité, qui ont été battus, maltraités durant toute leur vie, qui ne détiennent aucune pièce d'état civil. Je précise aussi que les lois mauritaniennes prévoient une peine pour la diffamation et pour la dénonciation mensongère. 2 éminents journalistes mauritaniens étaient tout dernièrement en prison pour l'accusation de dénonciation mensongère à certaines personnes du sérail politique dirigeant de Mauritanie concernant, soi-disant que ces journalistes ont prétendu que ces personnes ont détenu de l'argent qui ne leur appartenait pas. Mais SOS Esclaves et l'initiative de résolution du mouvement abolitionniste et les personnes que nous sommes, que ce soit moi-même ou le président de SOS Esclaves, Boubacar Messoud, on a dénoncé publiquement plusieurs fois, la semaine dernière même, des hommes, on a mis en cause des hommes pour pratique esclavagiste, mais personne ne nous a donné raison pour engager et donner raison aux victimes qui ont porté plainte. Par notre accompagnement devant toutes ces autorités que je viens de citer, ces membres du gouvernement et le procureur général de la République, ni les poursuites ont été engagées, ni les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes n'ont été poursuivis pour diffamation ou pour
déclaration mensongère. Donc, l'État mauritanien, comme vous l'avez vu bien dans le film, nargue le droit international, la communauté internationale. Les fonctionnaires et les membres du gouvernement mauritanien sur le monde pour nier l'existence de l'esclavage en Mauritanie, pour tromper l'opinion publique internationale, pour manipuler ceux qui ne connaissent pas nos réalités sociales. Et je pense que aussi à travers la campagne orchestrée contre nos personnes par les autorités mauritaniennes et le fait que les autorités mauritaniennes se rabattent tout dernièrement sur le clergé mauritanien, un clergé dépositaire de l'idéologie de l'esclavage, un clergé obscurantiste, un clergé qui a depuis les siècles passés édicté un code esclavagiste, un code de l'esclavage, un code noir, c'est-à-dire la version locale de la loi islamique qui est appliquée chez nous jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le code malékite. Ce clergé est maintenant mis en avant par les autorités, et dans les mosquées, le dernier vendredi, il y a 3 jours, les autorités et les clergés ont orchestré un prêche qui a été partagé dans toutes les mosquées de Nouakchott et qui s'est pris violemment aux abolitionnistes que nous sommes, aux défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, pour nous désigner à la vindicte d'une population imbibée d'une grande religiosité et qui, dans une méconnaissance de l'islam, est sous la coupe du clergé qui continue encore à perpétuer des pratiques de notre temps. Un clergé qui est une partie intégrante du système esclavagiste et raciste qui dirige la Mauritanie et qui perpétue autant l'esclavage que les crimes racistes comme les purges ou tentatives de génocide qui s'est échelonné sur plusieurs années entre 1986 et 1992, dont les victimes sont jusqu'à maintenant à la recherche de la vérité, de la justice et de la mémoire. 2 paramètres que refuse catégoriquement le gouvernement mauritanien. Je vous remercie. Merci. J'aimerais savoir alors, est-ce que vous avez la possibilité de vous adresser à la Cour pénale internationale, puisque le gouvernement respecte rien, ça c'était ma question première. La deuxième, c'était qu'il me semble qu'il y a une année ou 2 est venu ici le président mauritanien qui s'était fait fusiller du regard par la salle qui était pleine. Il avait admis avoir pris le pouvoir par la force, mais qui voulait, paraît-il, installer une démocratie. Où est-ce qu'on en est? Merci. Je vous dirais de prime abord que la Mauritanie n'a pas ratifié encore le statut de Rome. Et nous cherchons, avec d'éminents juristes à Paris et à Bruxelles, les moyens de pouvoir attaquer le gouvernement mauritanien à travers la justice, le principe de compétence universelle, car au niveau de la CPI, tous les spécialistes auxquels nous nous sommes adressés n'ont pas trouvé pour le moment la possibilité, sauf si à un degré de conscience, le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse envoyer le dossier de la Mauritanie sur l'esclavage et les purges racistes à la Cour pénale internationale. Concernant les déclarations du général Abdelaziz, président actuel de la Mauritanie, c'était un blanc, c'était une femme. Ah, c'était une femme. Ah. Donc, considérant les déclarations du président Ilval lui-même
n'a jamais accepté le principe de reconnaître qu'en Mauritanie, il y a des pratiques racistes et esclavagistes. Donc c'est un homme qui est acquis totalement au déni et à la perpétuation du système de l'ethnoclasse arabo-berbère minoritaire qui dirige le pays, la Mauritanie, depuis l'indépendance, après l'avoir hérité de la France. On n'aurait pas dû le recevoir ici. Voilà, je vous trouve très courageux d'être ici. Mais ma question porte sur le nombre d'esclaves que vous arrivez que vous retrouvez. Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est par année? Est-ce que c'est toujours c'est de cette manière-là que vous récupérez les esclaves? Est-ce qu'il y en a certains qui arrivent à s'enfuir et qui viennent vers vous? Et j'avais également une question sur le village des esclaves qui s'étaient enfuis. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils arrivent à communiquer entre eux? Est-ce qu'ils faisaient partie de la même famille de blancs, ou est-ce qu'ils sont venus progressivement, et comment ils vivent en fait? Voilà. Tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le vote de la loi qui considère l'esclavage comme un crime, en août 2007, le mois d'août 2007, on a déjà présenté aux autorités mauritaniennes, autant les victimes elles-mêmes, les parents des victimes et les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, déjà 273 cas d'esclavage avérés. Mais tous ces cas ont été totalement rejetés par les autorités mauritaniennes, et l'impunité totale et le refus de poursuite a été assuré aux coupables, car les juges, ceux qui sont chargés d'enquêter, de dire et d'appliquer la loi, sont tous, ou presque, de la communauté arabo-berbère qui a bâti son mode de vie sur l'esclavage et qui continue à le perpétuer. Et il y a une solidarité de classe entre les juges et les coupables. Et il y a une impossibilité pour un juge de poursuivre un coupable, parce que s'il le poursuit, les parents du coupable, car les gens sont organisés socialement en lignages tribaux, vont pointer du doigt les juges et ses parents qui détiennent eux aussi les esclaves. Et le cycle de dénonciation va installer un problème entre la communauté dirigeante, un problème d'unité, de solidarité. C'est pourquoi aucune jurisprudence, depuis que la loi a été promulguée, aucune jurisprudence ne peut être signalée dans les minutes des tribunaux mauritaniens. Ni sur l'esclavage, ni sur les crimes de racisme, ni sur les crimes de torture, ni sur les autres crimes auxquels la Mauritanie a adhéré à la criminalisation par des conventions internationales qu'elle s'est empressée toujours de ratifier. Mais toutes ces conventions ratifiées et ces lois édictées n'ont pas de traces dans l'application. Il n'y a pas de jurisprudence. Personne ne les applique. Et je défie ici, que ce soit dans la salle, le directeur des droits de l'homme qui est là, un membre éminent du gouvernement mauritanien, parce qu'il est presque la troisième personnalité du ministère des droits de l'homme, qui est là présent, qui le défie de nous sortir un seul cas où la justice mauritanienne a statué pour rendre une peine conforme à la loi ou aux conventions internationales à l'un des nombreux coupables qu'on a chez elle, l'école moderne. Mais eux, les esclaves, on ne les apprenait pas. Ils n'apprenaient pas dans l'école traditionnelle, le Coran. C'est interdit dans le code de l'esclavage. Et ils ont voulu apprendre l'école moderne, les esclaves. Ils ont parlé avec le maire, un candidat pour la mairie locale, qui a pu leur faire des pièces d'état civil. Ils ont voté pour lui.
Mais lui, son cas n'est pas le cas des maîtres. C'est pourquoi les maîtres les ont empêchés. Les ont empêchés de gagner leur vie. Ce qu'ils leur donnaient en contrepartie de leur travail, la nourriture qu'ils leur donnaient, ils ont divisé ça par 2. Et les maîtres ont fait même amener la gendarmerie, qui a battu les esclaves et qui a emprisonné un bon nombre parmi eux au tribunal de Rosso. Les esclaves sont venus nous voir. Nous avons commencé les démarches pour les sortir de prison, ceux parmi eux qui sont en prison. Entre-temps, et à notre insu, les esclaves se sont entendus pour quitter les villages. C'était plus de 100 familles et se sont installés aux environs, sur la route de Rosso, aux environs de Tiguen,